Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Ce soir, nous intéressons à une information qui suscite déjà de nombreuses réactions. La livraison par l'Algérie de 4 hélicoptères au Niger, dont 2 Mi-24 M4. Au-delà de l'aspect militaire, cette décision semble illustrer une évolution plus large de la politique régionale algérienne. Après une période marquée par des tensions et des relations parfois difficiles avec certains de ses voisins, l'Algérie paraît aujourd'hui privilégier une logique de rapprochement, tant bien que mal, de coopération et d'amitié régionale. Mais jusqu'où ira-t-elle dans son rapprochement avec nos voisins? Pourquoi un tel rapprochement? Pourquoi un tel changement de posture? Pour quelle motivation? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir avec nos invités. À tout de suite. Pour en parler ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir ici sur le plateau Maître Aïssa Rahmoun, avocat et militant des droits humains. Aïssa, bonsoir. Bonsoir Adel, merci pour l'invitation. Bonsoir aux invités et aux téléspectateurs, mais aussi aux amis de la régie. Merci, c'est plutôt moi qui vous remercie d'être des nôtres ce soir. Et depuis Alger, l'expert en relations internationales, Dr Farid Ben Yahya. Monsieur Ben Yahya, bonsoir. Il semble qu'il n'est pas là, ou un problème de communication. Maître Aïssa Rahmoun, une question première. Vu le contexte sahélien en fait particulièrement compliqué, c'est plutôt une évolution et une orientation positive. Oui, je dirais que c'est une évolution dans le sens où, souvenez-vous que les trois pays du Sahel, notamment le Niger, le Burkina Faso et le Mali, nous avons eu avec eux des relations très tendues, voire conflictuelles. Avec nombre de voisins. Voilà, tout à fait. Et pas que les voisins du Sahel, mais nos voisins aussi à l'ouest du pays. Et effectivement, et ça, on l'a constaté pratiquement depuis 2021-2022, que les relations sont tendues et, comme je disais, voire très compliquées et complexes. Et aujourd'hui, avec la reprise, il faut noter que depuis le mois de mars-avril de l'année en cours, il y a eu des reprises de négociations sur fond d'envoi de délégations diplomatiques, de sommets où les deux États ou les trois États, ou pratiquement et en particulier le Burkina Faso et le Niger et l'Algérie ont eu des relations, des rapprochements, et pratiquement depuis février-avril de l'année en cours. Mars-avril de l'année en cours. C'est un rapprochement plutôt positif. Pourquoi? Parce que quand on a à nos frontières des pays, il faut avoir des rapports de bon voisinage, il faut avoir des rapports de solidarité, de complémentarité, que ce soit sur le plan diplomatique, politique, économique, social et culturel, sachant que ces pays, et en particulier le Mali, ont contribué d'une manière directe dans la guerre de libération nationale. Donc pourquoi avoir aujourd'hui ces conflits avec nos voisins? Et là, le geste fait par Alger, Alger, oui. et notamment par le ministère de la Défense nationale, qui était bien sûr sous les ordres du président de la Le République. vice-ministre, euh, vous parlez du chef d'état-major, du chef d'état-major, par Saïd bien Chengreba. sûr, après l'ordre du président de la République de remettre, et ça on l'a vu dans le communiqué du MDN, du matériel militaire à nos voisins,
présage à une réouverture apaisée des relations entre l'Algérie et le Niger. Très bien. Avant de passer la parole à l'autre invité, j'aimerais qu'on regarde ensemble cette vidéo. En application des instructions du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à renforcer les relations de coopération bilatérale stratégique entre l'Algérie et le Niger dans les différents domaines, notamment le domaine militaire, le général d'armée Saïd Chingrikha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a ordonné la remise à l'armée nigériane d'un don comportant un lot de matériel et d'équipements militaires. Cette opération vient confirmer l'engagement de l'Algérie à poursuivre son soutien aux pays de la région, notamment dans les domaines liés à la défense et à la sécurité, à l'échange d'expertise, au soutien multiforme. Aïssa Rahman, jusqu'où ira-t-elle en fait l'Algérie dans son rapprochement avec nos voisins? Jusqu'où, pardon? Jusqu'où ira-t-elle? Ben, écoutez, déjà qu'il y a des annonces en termes d'échanges et de coopération économique. Il y a des installations de gaz, de conduits de gaz, des rapprochements sécuritaires. Quand on voit ce genre de matériel militaire Vous pensez que qui, c'est dû à l'histoire du gazoduc? euh, pas que, pas que, parce que au niveau des frontières, il existe toujours Des tensions? des Ouais, groupes armés. ouais. Et l'arme et la contrebande circulent d'une manière assez fluide, ça d'une part. D'autre part, il y a l'influence d'autres États, notamment la Turquie, euh, la Russie, la Chine et les Émirats qui essayent d'avoir une zone d'influence dans cette partie du monde qui est le Sahel. Et l'État le plus concerné par ce genre d'ingérence des autres États, c'est l'Algérie. Donc cette coopération ou bien cette nouvelle stratégie de sortir du territoire national et avoir des zones d'influence autres qu'au niveau des frontières, mais au-delà de nos frontières, permet en tout cas d'immuniser, selon le discours officiel, le territoire national, mais aussi d'imposer sa manière de voir la chose et surtout sur l'aspect sécuritaire. Vous pensez que l'Algérie a eu beaucoup d'hostilités avec ses voisins? Tout à fait, et ça remonte à 2021-2022 pratiquement, où les hostilités ont... souvenez-vous des déclarations des diplomates au niveau des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies, des déclarations de nos diplomates où les attaques étaient ouvertes, et particulièrement ceux du Mali. Et là, donc, il est temps de revenir à un discours ou bien une attitude diplomatique plus sage et plus solidaire avec les pays voisins. Très bien. Et est-ce que il n'était pas judicieux en fait à ce que l'État algérien explique à sa population, à l'opinion publique nationale d'abord, le fait que l'Algérie va reprendre ses relations, par exemple, avec le Niger? Pourquoi ce don militaire au Niger? Par contre, je voulais revenir sur les ingérences exercées par les États, les autres États que j'ai cités. La question qui se pose, est-ce que ce n'est pas une autre forme d'ingérence de l'Algérie envers ces États? Pourquoi dénoncer une ingérence de la Turquie, de la Russie, et les contrecarrer avec un autre type d'ingérence? Ça, d'une part. Et d'une autre part, il revient aujourd'hui à ce que j'avais dit tout à l'heure, de revoir ses relations avec ses voisins, pas seulement sur l'aspect sécuritaire, mais aussi sur l'aspect économique, politique, culturel et historique à la fois. Très bien. Justement, par rapport à la question d'informer l'opinion publique nationale, on a souvent organisé des plateaux de télé pour qualifier les tenants du pouvoir au Niger de putschistes, de tous les noms qu'on attribue aux dictatures féroces. Et aujourd'hui, on reprend un rapprochement, un don militaire. Comment va-t-on en fait expliquer maintenant à la population ce choix?
Euh, Bah, écoute, est-ce que la écoute, Adel, population, est-ce que le peuple algérien mérite d'être informé des relations de son pays? Je ne parle pas des détails, je ne parle pas de nous montrer des conventions signées dans leurs relations avec les étrangers, avec les multinationales, mais je parle particulièrement d'expliquer les tenants d'un rapprochement avec le Niger, par exemple. tout à fait, le peuple algérien ne mérite pas d'être maltraité. Maltraité. Pourquoi être maltraité? Un, le droit à l'information, le droit à entendre et à analyser, appréhender et à se structurer d'un avis à d'un contre-avis sur les plateaux, que ce soit la télévision nationale, les radios nationales, les différents journaux existants en Algérie. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a plus de presse libre, il n'y a plus de presse indépendante. Et quand on voit dans la Constitution que le président de la République est garant de la politique étrangère du pays. C'est lui le premier responsable de la politique étrangère de l'Algérie. On voit effectivement ce genre de contradiction entre un discours qui n'avait pas hésité à qualifier les trois dirigeants des trois États du Sahel, Burkina Faso, Mali et le Niger, de putschistes, de dictateurs, etc. Mais aujourd'hui, on traite avec eux comme s'ils étaient des États fréquentables. Et sur ce point de vue, où sont les analystes qui vont avoir ce discours objectif, ces analyses objectives qui vont nous expliquer, du moins, en Algérie, ce qui reste en Algérie, parce qu'il n'y a plus de voix libre qui s'expriment sur ces enjeux, sur ces questions, le pourquoi du comment de ces changements d'orientation. Ça, d'une part. D'une autre part, au niveau des décisions prises par le pouvoir algérien, il est du droit du citoyen de savoir, de connaître les enjeux, de maîtriser les enjeux, parce que ça relève de la sécurité nationale, ça relève du développement du pays. Notamment lorsqu'il s'agit de la doctrine diplomatique. Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas seulement le monopole du chef de l'État, mais aussi le peuple a le droit, la société a le droit de comprendre les différents changements opérés au niveau de notre discours officiel et diplomatique. Très bien, on vient d'être rejoint par Dr Ben Yahya. Dr Ben Yahya, bonsoir. Bonsoir à vous, à vos invités, à nos chers aussi auditeurs. Merci, merci d'être des nôtres ce soir. Docteur, on va essayer de faire profiter le maximum de votre expertise à nos téléspectateurs. Je voulais vous poser cette question. D'abord, comment expliquer ce changement de posture? Et quelles sont les motivations stratégiques, diplomatiques, même sécuritaires de cette coopération avec le Niger? La première des choses, c'est qu'il y a toujours des intérêts qu'il faut défendre, d'accord. Il y a la géopolitique qui joue un grand rôle actuellement. Et cette décision, l'Algérie a toujours cherché à sécuriser ses frontières avec le Niger, le Mali, le Burkina, etc. Ouais, Et maintenant, il y a la guerre en Ukraine, donc l'Europe a besoin vraiment d'énergie. Et cette énergie-là, c'est-à-dire il y a le Nord Stream qui a été saboté par je ne sais pas quelle puissance ou quel service d'enseignement étranger. Et vu les pressions qui sont exercées sur la Russie et la guerre au niveau aussi des pays du Golfe entre l'Iran, les États-Unis et Israël, là, ça pose un problème très sérieux pour les Européens. Et l'Algérie, si elle a pris cette décision, bien sûr, notre diplomatie, nos services de renseignement ont joué le jeu dans cette région. Mais pour la prise de décision, c'est-à-dire pour assurer, parce que l'Algérie, je dirais, elle est en train de faire je dirais, de déployer de grands efforts pour réussir le tronçon de Nigeria à Lagos, Niger à l'Algérie pour le gaz qui va transporter plus de 30 milliards de mètres cubes. Il y a aussi le tronçon vers l'Italie et l'Espagne. Et l'Algérie, je pense qu'elle a reçu des garanties européennes, même des États-Unis, d'intervenir dans cette région-là pour assurer la sécurité énergétique de l'Europe. Je pense que c'est ça le grand enjeu. D'accord. Donc, là, c'est un enjeu énergétique et bien sûr,
les stations de pompage, lorsqu'il y a des pressions de pompage euh, lors du transport du gaz. Donc ça, c'est des points de sécurité très importants que l'Algérie devrait assurer sa sécurité. Donc, elle a donné les moyens des hélicoptères, des moyens. Donc, l'Algérie, c'est elle qui doit assurer, je dirais, la maintenance de ces hélicos qui sont très difficiles. Donc, il faut qu'il y ait une formation adéquate pour les pilotes du Niger. Et bien sûr, il y a d'autres méthodes, donc des drones, etc. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas omettre une chose importante, qu'il y a beaucoup de haram dans la région. Il y a des groupes, je dirais, qui peuvent saboter cette région-là. Il y a d'autres puissances qui ne veulent pas que ce tronçon réussisse. Et donc l'Algérie, je pense qu'elle a eu l'accord de l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et même de la France, je pense, pour assurer cette sécurité-là donc, du gazoduc. Voilà. Très bien. Donc, selon vous, ces dons militaires pour le Niger vont servir en premier lieu pour la sécurité de l'Algérie. Non, d'assurer non seulement de l'Algérie, mais de la région du Niger d'abord, parce que le Niger va profiter de cette énergie, d'accord, de Ouais. sa part d'énergie. Il va développer, parce qu'on a la locomotive, je dirais, de l'industrie, de l'agriculture, c'est l'énergie. Pour essayer de développer toute la région, donc c'est l'énergie. Il y a aussi le Mali qui va profiter aussi de cette énergie, de ce gaz, le Burkina. Donc il y a plusieurs pays qui vont profiter. Et bien sûr, l'Algérie va profiter aussi. Donc lorsqu'il y a un tronçon qui dépasse les 2600 km, donc on doit profiter aussi de cette énergie. Voilà, c'est tout le monde qui va profiter. Voilà. Très bien. Et jusqu'où ira, je vais vous poser en fait la même question que celle que j'ai posée à mon invité sur le plateau. Jusqu'où l'Algérie ira-t-elle dans ses rapprochements avec ses voisins? Non, l'Algérie, c'est-à-dire, n'a jamais créé de problème pour ces pays-là. On a toujours essayé de faire le pacte d'Alger, je dis les accords d'Alger pour le Mali. On a eu toujours de bonnes relations avec le Niger, le Burkina, le Tchad, d'accord, la Mauritanie, Sénégal. Donc, toute cette région du Sahel, donc l'Algérie a toujours eu de bonnes relations. Il y a eu même des hommes d'affaires et même des politiciens qui ont fait, je dirais, développer, qui ont appréhendé pas mal de points avec, je dirais, quelques tribus au niveau de cette région-là. Et bon, à partir des putschs qui ont été, je dirais, réussis dans ces pays-là, il y a eu des tensions entre Alger et Bamako. Le dossier est connu et l'Algérie a toujours cherché des solutions, je dirais, diplomatiques, de paix, etc. Mais le gouvernement n'a pas compris, c'est-à-dire que l'Algérie ne cherche pas à faire un deuxième putsch pour cette personne-là, pour le président, mais qu'elle cherche à atténuer la tension, d'avoir de la sécurité en frontière, parce qu'il y a quand même des tribus en Algérie qui ont des liens avec des tribus en Mali, etc. Et l'Algérie, donc, il y a ce fil, je dirais, qui est très, très sensible dans cette région-là et qui peut créer des Ouais. problèmes dans le sud algérien. Et c'est pour cette raison-là qu'on a essayé de pallier certains problèmes, de chercher des solutions idoines pour essayer d'apaiser. Et les Maliens ont compris qu'ils ne peuvent pas avoir de paix ni de développement sauf avec Alger. Donc, je pense que les relations commencent à revenir, je dirais, ou que cette région-là, les responsables, revenir à de meilleurs sentiments pour essayer de développer, de combattre, je dirais, le fondamentalisme dans cette région-là, de combattre aussi la pauvreté, parce que c'est des régions qui sont pauvres, et on va essayer de faire profiter du gazoduc et des installations que l'Algérie a pris une autre décision de mettre en place des centrales énergétiques au Niger, plus tard au Mali, et bien sûr de développer des champs pétroliers avec le Tchad. Donc il y a pas mal de projets que l'Algérie essaie de développer dans cette région. Très bien. Docteur, sur ce plateau même, on a toujours plaidé pour le rapprochement de l'Algérie avec les autres pays, notamment nos voisins. Et on a toujours parlé de l'intérêt de l'Algérie et que la diplomatie est basée justement sur l'intérêt des peuples. Et une dernière question avant de passer au deuxième point de notre émission. Pourquoi justement ces décisions, comme ce rapprochement avec le Niger, sont-elles souvent annoncées sans explication détaillée destinée à la population?
Non, c'est-à-dire que il faut dire ce qu'il en est. En Algérie, les gens, beaucoup plus à 90%, s'intéressent aux relations avec l'Europe, avec d'autres pays voisins que le Grand Sud. Peut-être les gens qui seront très intéressés, c'est les gens des frontières, je dirais Taman Rasset, peut-être un peu Djanet, etc., parce qu'il y a le Tarouk, Adrar. C'est vrai qu'on s'intéresse, nous, en tant que, je dirais, experts politologues ou économistes à ces points-là, mais je dirais les citoyens ne donnent pas trop d'importance à tout cela, d'accord. Donc, la majorité, beaucoup plus, ils s'intéressent à autre chose par rapport à ce qui se passe en Europe, par rapport à l'importation, par rapport à l'économie, d'accord. Je pense que c'est pas bon, les décisions politiques ont été prises parce que je pense qu'il y a eu des rapports sécuritaires, des rapports diplomatiques qui ont donné. Il faut faire vite dans cette situation-là. Et comme je viens de le citer, je pense que l'Algérie a eu, je dirais, un soutien aussi indéfectible de certains pays européens pour passer à cette action-là, c'est-à-dire parce que les Européens aussi se trouvent dans une situation très critique, surtout l'hiver approche pour la sécurité énergétique. Très bien. Merci, Ben Yahya. Restez avec nous. Aïssa Rahman, vous voulez rajouter quelque chose, non? Non, justement, sur ce qu'a avancé M. Ben Yahya, dans le fond, je partage sa grille d'analyse en ce qui concerne le Sahel, la région du Sud, effectivement, parce qu'il y a une connexion aussi vers une autre zone géographique qui sont les Grands Lacs. Et c'est très important d'avoir des relations assez apaisées avec nos voisins, des relations stratégiques qui nous donnent un résultat du gagnant-gagnant. Ça, d'une part. D'autre part, là où je ne suis pas d'accord sur la cohérence du discours officiel algérien, c'est que, souvenez-vous, à l'Assemblée générale des Nations unies, où des déclarations fracassantes venant de Bamako, mais aussi d'Alger, qui remettent en cause cet esprit fraternel, cet esprit historique, cette histoire qui lie les deux pays, mais aussi sur les intérêts stratégiques des deux pays. Soutenir des tribus au détriment d'autres tribus ou de détriment du peuple malien, c'est aussi une manière de s'ingérer dans les affaires internes d'un État. L'Algérie qui a adopté depuis l'indépendance ce principe sacro-saint, qui est la l'acceptation de l'ingérence d'autres États dans nos affaires internes, c'est donner ce luxe de s'ingérer dans les affaires internes d'un autre État. Ça, C'est peut-être d'une dans part, l'intérêt de l'Algérie, non? même si c'est dans l'intérêt de l'Algérie, mais c'est ce changement de prisme, justement, ce changement de cap diplomatique doit être connu par les Algériens, parce que Jeannette et Taman Rasset, ce pas des fictions extraterritoriales. C'est un territoire qui appartient à l'Algérie. Et les citoyens qui vivent à Jeannette, à Taman Rasset, à Bouira, à Oran, à Tinzaouatine, c'est le même peuple, c'est un peuple uni. L'Algérien a le droit de savoir c'est quoi ces changements de politique étrangère. Ça, d'une part. Et Tricio, et je termine par ça, le fait d'avoir l'aval, le parrainage ou l'accord de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique sur cette nouvelle hégémonie, cette nouvelle présence de l'Algérie, cette nouvelle donne diplomatique avec les trois pays cités au Sahel, nous renvoie aussi à une ingérence, à une autre forme d'ingérence. C'est le fait de ne pas être indépendant face à sa décision politique. Parce qu'aujourd'hui, si ce gaz intéresse vraiment l'Europe, à un certain moment, c'est eux qui ont bloqué, à travers la France bien sûr, les relations entre Alger et le Mali. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une autre situation où on pourra exercer effectivement sa souveraineté, sa sécurité aux frontières, mais sans sa présence en tant que force régionale. On a besoin d'un quitus, d'un parrainage qui vient de l'Europe ou des États-Unis d'Amérique. Très bien, Maître Rahman. On va passer au deuxième point de notre émission. C'est la revue El Jaish. Et avant d'en parler, j'aimerais qu'on regarde ensemble qu'on écoute ensemble ce résumé. La stabilité de la patrie, un devoir sacré. Dans son numéro du mois d'août, la revue El Jaish revient sur la célébration de la Journée nationale de l'armée nationale populaire
Cette commémoration intervient dans un contexte régional et international marqué par l'enchevêtrement des défis et l'accélération des mutations. Face à cela, notre pays a démontré, grâce à un peuple conscient, profondément attaché à ses constantes nationales, ainsi qu'à des institutions solides et à une armée indomptable, que la sécurité et la stabilité dont il jouit ne sont nullement le fruit du hasard. Elles sont l'aboutissement d'une vision clairvoyante, d'une fidélité constante au sacrifice des anciens et d'une conviction inébranlable selon laquelle la sécurité et la souveraineté nationale constituent le socle sur lequel se construisent toutes les réalisations. Le récent entretien accordé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale aux représentants des médias, a porté des messages clairs réaffirmant l'attachement indéfectible de l'Algérie à la défense de sa souveraineté et de l'indépendance de sa décision nationale. Saluant le degré de conscience atteint par le citoyen algérien dans son appréhension des différents défis, elle a souligné que l'Algérie ne se soumet ni aux pressions, ni aux menaces, ni n'est acheté, ni vendu. Le président a par ailleurs affirmé être très optimiste quant à l'avenir du pays et convaincu que l'Algérie avance sur la bonne voie, rappelant que la stabilité de la patrie prime sur toute autre considération. Ces propos résument la vision de l'Algérie nouvelle et victorieuse, où la conscience citoyenne et la cohésion entre le peuple, son armée et les institutions de l'État constituent le véritable rempart garantissant la stabilité de la nation et son immunité. La stabilité et la paix ne sont pas le fait du hasard et que la stabilité du pays est au-dessus de toute autre considération. N'y voyez pas un chantage à la stabilité du pays? Euh, Stabilité du pays ou stabilisation du pays. Parce que là, quand on parle de paix et de sécurité, ça nous renvoie aussi à la Charte des Nations Unies, qui est un document très important, où les Nations Unies, c'est qui est cette institution multilatérale qui naît juste après la Seconde Guerre mondiale, où les objectifs de cette institution est de travailler d'arrache-pied pour la stabilisation, la stabilité et la sécurité dans le monde. Et quand je disais stabilisation, c'est là quand on entend l'édito du journal El Jaish, qui aujourd'hui c'est l'édito de tous les journaux algériens, Tout à fait. parce que ça va être C'est répété et rabâché soit sur El Watan, le Soir d'Algérie, le Khabar, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même dans son sein le germe de sa destruction de l'éditorial lui-même. Quand l'édito évoque la confiance, la conscience, l'intelligence du peuple algérien à se souder avec les institutions du pays. Une date très récente, le 2 juillet, est-ce que le peuple était intelligent pour boycotter, pour ne pas participer, pour ne pas prendre part aux élections législatives? Il s'agit d'une institution, c'est le pouvoir législatif. Et le peuple s'est exprimé par une autre manière pour dire qu'il y a un divorce consommé entre les institutions de l'État, et notamment l'Assemblée nationale populaire, et le peuple. Ça, c'était un message très clair de la population. Et quand j'évoque la question de la stabilisation, parce que c'est un discours qui se vend à l'international, en disant, voilà, l'Algérie est un facteur, est un pays, est un État qui est stabilisateur non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour la région. Pour la région. Et l'exemple, on est là avec ces opérations envers les pays du Sahel. La stabilisation du pays, on le voit à travers l'arsenal juridique qui s'est mis en place, commençant par l'article 87 bis, son esprit, qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les textes adoptés juste après le 87 bis, le transfert de prérogatives de police judiciaire à la direction centrale de la sécurité de l'armée à travers sa police judiciaire, la loi portant régime électoral avec son article, la loi organique portant régime électoral avec son article 200, qui vient aussi de l'esprit du 87 bis, il ne faut pas l'oublier, la loi sur la mobilisation générale, la dissolution des associations de la société civile, des ressorts de la société, de ces mécanismes de médiation dans le pays. Donc on est dans une opération de stabilisation par la force, par la répression, par des textes répressifs. Et aujourd'hui, force est de constater que si l'étau se dessert, si l'étau se dessert, l'intelligence citoyenne ou l'intelligence collective des Algériens va se remettre en place d'une manière pacifique.
en disant Ya Jamaat al-Khair, c'est pas à ça qu'on a aspiré, le Hirak de 2019, et même avant le Hirak. Le processus de libération de l'humain, de la société en Algérie après l'indépendance, dans tous les processus de revendication, commençant par 63, en passant par les différentes stations où il y avait des protestations, des revendications, des constructions politiques, des constructions de l'état de droit, le message était clair, c'est avoir une société libre, libérée, avoir une société qui participe, un peuple souverain dans sa prise de décision, que l'accès au pouvoir se fasse d'une manière civilisée, dans une transition apaisée et raisonnable, responsable, et on quitte aussi le pouvoir par des processus démocratiques. On arrive au pouvoir par des processus démocratiques où il ne faut pas détourner la souveraineté populaire. Donc, dans cet édito lui-même, il y a les germes de sa destruction. L'exemple du 2 juillet est un exemple édifiant où le peuple algérien s'est exprimé d'une manière civilisée, d'une manière pacifique. Durant le Hirak? Le 2 juillet, je parle du 2 juillet, qu'on rejette vos élections. Ah oui, je rappelle que 80% des Algériens ont tourné le dos à l'élection législative dernière. Alors, je ne sais pas ce que l'édito évoque, l'intelligence des Algériens, des citoyens. Il parle des 20% qui ont participé aux élections législatives, ou bien de la majorité écrasante des Algériens qui ont boudé ce rendez-vous électoral. Très bien. Docteur Ben Yahia, comme je l'ai dit au début, on va faire profiter le maximum de votre expertise sécuritaire et de relations internationales à nos téléspectateurs. On parlait de l'édito de l'Jeish, de la revue l'Jeish, et qui parle de stabilité, de paix à chaque fois. Donc, pourquoi on est le seul pays à nous rappeler à chaque fois la stabilité, la paix, la stabilité, la paix? On peut comprendre en fait que le peuple algérien a traversé la période de la décennie 90, mais pourquoi on n'avance pas depuis? On ne parle que de stabilité, que de paix. Eh bien, pour la revue Le Djej, donc il faut comprendre que nos services de renseignement et l'armée, donc ils ont la responsabilité, je dirais, de sécuriser le pays. Ça, c'est très important. Et actuellement, il ne faut pas omettre ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Syrie, en Afghanistan, etc. Il y a Al-Qaïda, il y a Daesh, il y a d'autres organisations, d'accord, dont le but est de déstabiliser le monde, je dirais, des pays, donc les pays arabes, les pays africains, etc. C'est un outil qui entre les mains de certaines puissances pour essayer de faire pression ou de déstabilisation des pays. Et actuellement, on voit qu'il y a, je pense que le retour de ces groupes-là dans certaines régions, et le seul pays qui est un peu stable, c'est l'Algérie, parce que la Libye a vécu ces moments difficiles avec ces groupes, donc c'est vrai qu'il y a des tribus libyennes et tout. Nous avons vu aussi, donc, un certain temps, le but, il y a eu des menaces dans les frontières libyennes pour menacer l'Algérie. Ils ont fait l'opération de Tigre-Tourine, et heureusement que notre armée a fait face et a, je dirais, anéanti cette attaque. Cette culture-là, je dirais, un petit peu qui est un peu dangereuse de certains pays qui veulent déstabiliser d'autres pays. L'Algérie est très, je dirais, qui a combattu, je dirais, fait face à ces menaces-là. Il y a, je pense, un retour dans ces régions-là. Et ces régions-là, donc les frontières algériennes, on doit les sécuriser, on doit faire face. Mais pour combattre ce fléau-là, il n'y a pas que l'armée qui doit faire face, mais il y a aussi l'éveil politique, la liberté d'expression, je dirais le niveau de culture de notre peuple, le stock d'informations de notre peuple, tout ça c'est très important. Vous pensez qu'il y a de la liberté d'expression aujourd'hui en Algérie lorsque l'on sait que des journalistes sont en prison? Non, je sais, c'est pour ça qu'il y a, je pense que il y aura dans les jours à venir une révision de tout ça. Il y aura peut-être, Ah, c'est parce qu'il y a magnifique. eu le retour de Dr Saïd Saadi qui est revenu en Algérie, parce qu'il y a d'autres menaces. D'accord, de chaque pays, il y a des menaces. Les États-Unis, il y a des menaces propres à elles. La Russie, la Chine, donc chaque pays. Et nous aussi, nous avons
des menaces, on doit faire face à certaines menaces de certains, je dirais, de certains groupes. Peut-être que nos services, ils ont des informations sur ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un pays, je dirais, soudé, qu'il y a une liberté d'expression, il y aura, je dirais, prendre des choses entre nos mains, parce que même l'armée à elle seule ne peut pas faire face à ça, parce qu'il y a, je dirais, des idées qui combattent les idées construisent des idées. Donc c'est ça le fond des choses. Et l'armée, pourquoi elle parle de ça, de stabilité? Parce que il y a, je pense, certaines, certaines régions de nos frontières qui ont voulu, je dirais, créer des tensions pour l'Algérie. L'Algérie a fait face. C'est pour ça cette stabilité est très importante parce qu'on a vécu une décennie qui est très, euh, je dirais, douloureuse pour notre peuple et pour l'histoire de l'Algérie et qu'on ne veut pas vivre d'une deuxième phase. Et c'est pour ça que qu'on fait ces messages-là pour que le peuple soit, je dirais, soudé. C'est vrai qu'on peut dénoncer certaines choses par la politique, par demander les libertés d'expression, demander ça, mais sans rentrer dans ces groupes, sans faire, je dirais, utiliser les armes comme moyen pour arriver au pouvoir, sans faire, je dirais, des choses mauvaises pour notre pays. Donc c'est pour cette raison-là que je pense que la revue de l'Udige parle de ça pour sensibiliser le peuple à travers ces menaces qui existent Très dans bien. nos Donc, frontières et un peu partout dans le monde. très bien. Donc, vous pensez que les tenants du pouvoir ils vont desserrer un petit peu les taux, pour reprendre l'expression de Maître Aïssa Rahmoun, sur l'espace public, sur la presse, sur le mouvement des droits humains en Algérie, le mouvement associatif, le mouvement politique aussi? Oui, on est obligé de partir sur ce chemin-là parce que si on veut construire une république, c'est-à-dire une république démocratique, il faut choisir ce chemin. Peut-être qu'il y a eu des menaces que l'État était obligé de peut-être faire face à certains trucs que personnellement, je ne partage pas. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Néanmoins, je pense que maintenant, la stabilité, ça, c'est un acquis. Donc, avec cette stabilité, on peut peut-être faire face, ouvrir le champ médiatique au fur et à mesure, faire pour les partis, parce il faut qu'il y ait les pays qui ont réussi, c'est les pays démocratiques, c'est les pays qui ont une liberté économique, une liberté politique. Et c'est ça, les éléments essentiels pour n'importe quel pays, surtout nous avons, c'est vrai, nous sommes un pays qui a la profondeur arabe, qui a la profondeur amazigh, qui a la profondeur de l'Afrique, mais nous sommes dans notre réflexion en tant qu'Algériens, nous sommes beaucoup plus proches de l'Europe dans certains trucs. Je dirais politiques, économiques par rapport au Moyen-Orient, par rapport aux pays du Golfe et par rapport à d'autres pays asiatiques. Donc, nous sommes à 15 minutes, 20 minutes de l'Espagne, de l'Italie à travers Annaba, de une heure de temps pour la France. Donc, nous sommes plus proches de l'Europe que d'autres. Et nous avons, je dirais, je dirais, on a vécu avec les partis, on connaît les partis politiques en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Et c'est pour ça que l'Algérie, l'Algérien, il aime le un ou le zéro, d'accord? Le blanc ou le noir, le gris, ça n'existe pas. Donc, où on est un pays démocratique, ou il y a un pays dictature. Donc, actuellement, les dictatures appelées Union soviétique, appelées par pas mal de pays, donc il y a la chute. Donc, le monde revient vers des démocraties. Mais même les démocraties, il y a certaines dictatures qui existent au sein des démocraties. On voit les États-Unis avec Trump maintenant. Il y a une certaine, je dirais, dictature qui s'installe aux États-Unis, d'accord, par rapport aux intérêts de certains groupes, etc. Donc, même dans la démocratie, on peut avoir une dictature par rapport à un pouvoir X ou Y. Mais en Algérie, je pense que la stabilité, c'est un acquis et qu'on doit préserver cet acquis, d'accord, parce que nous avons besoin de stabilité. Et le combat politique doit continuer, c'est-à-dire pour les libertés, pour l'alternance au pouvoir, pour les programmes politiques, etc. Merci, docteur Ben Yahya. Restez avec nous. Maître Rahmoun, docteur Ben Yahya, et parle d'ouverture prochaine et que l'étau va se desserrer sur l'espace public, sur la presse, sur le mouvement politique. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'il y a deux indices qui nous rapprochent probablement de ce discours ou de cette piste. Le premier, effectivement, c'est le retour de Saïd Saadi en Algérie.
Moi, j'ignore, je ne sais pas s'il y a des poursuites à l'encontre de Saïd Saadi avant son départ ou pas. Je pense qu'il n'y a pas eu de poursuite. Ben, tout le monde était poursuivi, hein. Il n'y a pas eu de mandat d'arrêt. Moi-même, j'ai reçu des informations que Saadi allait être emprisonné Bah, et qu'une chaîne de télévision était chargée de préparer un reportage à charge contre Saïd Saadi pour préparer l'opinion publique à son arrestation. Depuis, Saïd Saadi qui n'est pas né de la dernière pluie et qui a des informations, des canaux de partout. Il aurait eu l'information certainement avant nous tous et qu'il a quitté le pays. ce n'était pas le cas de Bourga et les autres, malheureusement, Voilà. et heureusement, je ne sais pas comment dire. Mais l'essentiel, c'est que Saïd Saadi est actuellement en Algérie. Est-ce qu'un C'est rôle. tant mieux, c'est son droit. C'est tant Il mieux. faut qu'on C'est tant puisse mieux. tous rentrer dans notre C'est pays tant- sans c'est qu'on tant mieux. soit C'est empêché tant ou quoi mieux, que ce soit. tout à fait, c'est tant mieux. Par contre, est-ce qu'il a un rôle à jouer? S'il a un rôle à jouer pour plus de démocratie, de pluralisme, d'ouverture, c'est tant mieux aussi. C'est tant mieux. Il n'y a aucun problème. Et le deuxième indice, c'est les discours à répétition du président de la République. Là, il promet une énième fois d'un dialogue à l'occasion de la rentrée sociale qui va commencer probablement fin septembre, début octobre avec la classe politique et la société civile. Par contre, la stabilisation, je reste sur ce concept, pas sur la stabilité, parce que la stabilité est une ambiance sociale avant tout. La stabilité, c'est que ça soit Et la accepté. stabilisation, c'est un processus Voilà, pour c'est que faire. ça soit Ouais. accepté par les institutions et par la population, donc adhésion de la population. Et la stabilisation, par contre, et on retrouve ce concept de stabilisation par les différentes lois que j'ai citées, en particulier la loi sur la mobilisation générale. Il faut relire intégralement et en tirer les conclusions. Euh, c'est que cette stabilisation, elle vient d'en haut. Elle ne vient pas de la société. Et toujours le régime algérien a commis cette erreur, ces erreurs monumentales, que des ratages, que des occasions ratées. Quand il y a soulèvement, quand il y a revendication légitime, quand il y a envie de participer à la vie sociale, à la vie politique, à la vie citoyenne, le régime a toujours répondu par la violence, par des textes répressifs, par des détentions, par des procès expéditifs, par des accusations de Ayad Kharidjia, par la négation des droits fondamentaux. Et aujourd'hui, on voit, force est de constater, que ce processus de stabilisation ou de stabilité du pays, elle ne vient pas de la société algérienne. Elle va venir de la classe politique. La classe politique, elle a eu une claque durant les élections législatives du 2 juillet. Donc aujourd'hui, force est de constater qu'il faut revenir au départ. Hein, on est d'accord que la deuxième révolution qu'a connue le pays après la guerre de libération nationale, le deuxième soulèvement le plus important qui avait un message politique très clair, message de construction, c'est le Hirak du 22 février 2019. Et là, tous les slogans, tous les messages, tous les vœux d'une société qui s'est réellement réapproprié son passé, ses repères historiques, les promesses de novembre, les promesses de la Soumam, les promesses du printemps berbère, toutes les promesses des différentes stations qu'a connues le pays, le peuple s'est réapproprié son histoire. Mais pas que, il s'est projeté vers l'avenir avec des projets que le régime a combattus. Souvenez-vous du pacte pour l'alternative démocratique, le PAD. Souvenez-vous Oui, tout à fait. de la coalition de la société civile, où l'entrisme et l'infiltration avaient fait son chemin. Et c'est là que, effectivement, on a entendu la même chanson, qu'il y a des groupuscules qui veulent perturber le mouvement Hirak à travers des violences faites aux femmes, à travers un discours islamiste, à travers un discours séparatiste, etc. Donc le régime, il est toujours dans cette mentalité, comme disait Hamarouche, il est toujours dans cet état d'esprit et ne laisse pas la société s'organiser. Parce que si on laisse la société s'organiser, on n'aura pas un éditorial d'El Djeish. Pourquoi? Aujourd'hui, l'armée nationale a un rôle très important dans les mécanismes de transition, mais aussi dans la sécurité, la sécurisation des frontières algériennes. Mais par contre, qu'elle joue un rôle politique, là, ça demeure un problème.
Force est de constater aujourd'hui que l'armée joue toujours le premier rôle dans les choix politiques du pays, et le message du Hera qui est venu justement pour dire Dawla Madaniya Machi Askaria. Ça ne veut pas dire que c'est un slogan qui est contre l'armée, mais non, c'est qu'elle revient à ses compétences, à ses attributions, à ses prérogatives constitutionnelles, éthiques et historiques. Ça s'arrête là, pas plus que ça. Merci, Maître Aïssa Rahmoun. Merci, Docteur Farid Ben Yahya. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 21h de France et à 20h d'Algérie. Merci encore.